Alors bonjour à tous, je m'appelle Luc Jury, je travaille chez Trax, c'est une petite entreprise sur Sophia Antipolis, on est dans le domaine de l'IoT et j'ai un rôle de software ingénieur, je vais principalement on va dire, du DevOps là-bas. Trax, pour faire rapide, on fait des dispositifs électroniques qui vont dans des semelles de chaussures. Donc avec pas mal de capteurs à l'intérieur, on est sur un marché en fait de protection du travailleur isolé, comme ça que ça s'appelle. Et moi je m'occupe de la partie derrière d'infrastructure, pour la gestion en fait de tout ce que nous ramène finalement en termes de données, ces semelles connectées. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous parler de CubeSphere. Alors CubeSphere, on va voir un petit peu cette plateforme et on va voir un peu quelques-unes de ses principales fonctionnalités. Donc si vous allez sur le site cubesphere.io, c'est défini comme un operating system distribué qui est basé sur Kubernetes. On va voir ce que ça veut dire un peu plus tard. C'est une solution open source qui est faite par Qingcloud Technologies, une entreprise chinoise, et qui est vraiment drivée par la communauté. Il y a beaucoup de choses open source, déjà c'est vraiment full open source, et beaucoup de contributions aussi dans le monde open source. Un des intérêts de CubeSphere, c'est vraiment d'adresser en fait une problématique de gestion de multi-clusters, donc plusieurs clusters à travers plusieurs cloud providers. C'est vraiment un cas d'usage qui est vraiment mis en avant dans CubeSphere. On va voir aussi un exemple là-dessus. Et au final, vous allez voir que ça va vous donner une interface web. Au final, c'est ça, CubeSphere, c'est une interface web avec différents process qui vont tourner dans un cluster Kubernetes et qui va vous donner une vision unifiée d'un ensemble de clusters et de tout ce qui se passe dans ces clusters. Au niveau de l'architecture, c'est fait d'un ensemble de composants qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Lorsqu'on installe CubeSphere, en fait, il y a des composants qui attendent à être activés et on en verra quelques-uns en exemple. Donc, avant de faire un petit peu trop de blabla là-dessus, on va plutôt aller regarder directement à quoi ça ressemble. Alors, juste pour cette présentation ici, j'ai créé plusieurs clusters. J'utilise assez souvent Exoscale, c'est un cloud provider européen, j'aime beaucoup, ils sont vraiment très bien, et l'offre très claire. Ils ont une offre de cluster managé qui s'appelle SKS, et j'ai créé ici un premier cluster qui s'appelle Demo, on reviendra sur les autres clusters par la suite. Donc c'est un cluster managé, c'est juste 3 machines, 2 vCPU, 4 Go de RAM chaque machine. Sur ce cluster, j'ai installé une solution de stockage, je suis parti avec Longhorn. Et une fois qu'on a cette solution de stockage, il faut une classe de stockage par défaut en fait, dans ce cluster pour pouvoir installer CubeSphere. J'ai juste installé CubeSphere sur ce cluster-là. Et donc l'installation de CubeSphere se fait, on va dire, assez rapidement. C'est des choses qui seront améliorées dans les prochaines releases. Vous avez un utilisateur, admin, et vous avez juste à vous loguer, vous tombez directement. Donc ça, c'est vraiment juste après l'installation. Je n'ai pas fait grand-chose sur ce cluster. Juste après l'installation, vous tombez dans votre workspace, en fait, donc ça va vous donner des liens intéressants sur les choses que vous avez pu déjà manipuler. Donc c'est un dashboard, simplement. Et l'intérêt, en fait, c'est d'aller dans Plateforme et de voir les différents gros menus que vous allez pouvoir manipuler avec CubeSphere. Donc vous avez la Platform Settings. Platform Settings, ça va vous donner des informations sur la plateforme et surtout, on va dire, la possibilité de configurer tout ce qui est relatif à des alertes. Des choses qui pourraient se passer sur votre cluster. Vous avez la possibilité de dire, je veux envoyer les différentes alertes qui seront à configurer ultérieurement sur différents médiums ici, par email, par Slack, par Webhook, des choses peut-être un petit peu moins connues aussi sur DingTalk et Wecom. Dans cette partie-là, on a donc vraiment, on va dire grosso modo, que la partie notification. Sur la partie Access Control, on a la possibilité assez fine de pouvoir gérer des utilisateurs, de pouvoir gérer des espaces de travail, on appelle ça des workspaces dans CubeSphere. On reviendra sur la notion de workspace, mais c'est une idée en fait de multi-tenant. On va créer des workspaces pour, par exemple, des clients, pour des équipes, et un workspace, c'est quelque chose qui va nous permettre de partager des projets qui correspondent à des namespaces au niveau Kubernetes. On reviendra sur cette partie-là. Donc on a des workspace, c'est tout ce qu'on va pouvoir gérer dans cette access control, dans ce menu. Et on a la partie ici, la plus visible, c'est la partie cluster management. Donc là, ici, c'est intéressant parce que, bon, pour l'instant, j'ai un seul cluster, je n'ai pas encore utilisé la feature de multi-cluster de CubeSphere ici, j'ai juste un seul cluster. On va voir les différentes choses qui viennent avec CubeSphere directement. On a une overview du cluster, on a sa consommation, on voit un petit peu comment ça se passe. C'est relativement, j'aime bien cette interface, est très épurée, je trouve, elle est clean. On a une vision vraiment de tout ce qui se passe sur le cluster, c'est intéressant.
Si on regarde un petit peu dans le détail, donc on va voir les cluster nodes. On a dit que c'était des machines de vCPU et 4 Go de RAM. On a les systèmes components, donc qu'est-ce qui est installé en fait? Lorsqu'on a notre cluster et qu'on installe Cubesphere dessus, qu'est-ce qui vient avec? Bon, déjà, on va voir les choses qui sont vraiment relatives à Cubesphere ici. Donc un API serveur vraiment dédié à la partie Cubesphere, control manager, donc tout ça, c'est tout ce qui est préfixé par AKS, c'est vraiment des choses que Cubesphere a installées dans notre cluster. Gardez juste en tête que Cubesphere, c'est une application qui est déployée dans le cluster. On va dire, son boulot finalement, c'est de dialoguer avec l'API serveur et d'installer des choses dans le cluster. Donc elle vient avec ses propres composants. Elle voit aussi ce qui tourne dans le cluster Kubernetes sous-jacent. Alors ici, il y a des trucs un petit peu particuliers. On est sur un cluster managé, donc au niveau du scheduler, du controller manager, il les voit en stop, mais c'est simplement qu'on n'y a pas accès finalement parce qu'on est sur un cluster managé. Et on a directement avec Cubesphere, quand on l'installe, un composant de monitoring qui est installé également. Alors ce composant de monitoring, qu'est-ce que ça veut dire? Que Cubesphere, en fait, automatiquement, va déployer une stack Prometheus en fait, dans votre cluster. Donc stack Prometheus avec un opérateur Prometheus, avec différents exporteurs, et tout ce qui va bien pour faire en sorte qu'on puisse récupérer, que Prometheus puisse récupérer des métriques de votre infrastructure, de vos applications, et vous les mettre à dispo. Si on regarde la partie projet, alors on y reviendra par la suite. En fait, il y a des concepts un petit peu on va dire particuliers dans Cubesphere. Un projet, typiquement, c'est un namespace Kubernetes. Donc ils ont cette notion de projet parce que ça donne une vision business un petit peu plus parlante, on va dire, sans aller dans le concept technique de namespace Kubernetes. Mais au final, un projet, c'est vraiment un namespace qu'on va pouvoir limiter dans la consommation des ressources. Donc on pourrait créer en fait des ressources quotas, des limit range, etc. sur ce namespace. Donc on aurait une interface en fait dédiée dans Cubesphere pour le faire, de façon à abstraire un petit peu toute cette notion de namespace et justement de ressources quotas, de limit range. On le ferait avec une interface directement, sans avoir à aller dans les ressources Kubernetes. On reviendra sur les projets par la suite. Pour l'instant, en fait, on a des projets qui sont systèmes, donc des choses qui sont créées lorsqu'on installe Cubesphere, et un projet user, donc quelque chose que j'ai créé simplement, même indirectement, en installant Longhorn, donc une solution de stockage bloc sur Kubernetes. C'est pour ça qu'ici, on le voit en tant que user project, c'est pas quelque chose qui vient avec Cubesphere. Et ensuite, comme différents produits du marché, en fait, on va pouvoir voir tout ce qui se passe dans notre cluster. Donc c'est intéressant de le voir comme ça parce que finalement ça nous montre un petit peu les grosses catégories de choses qui tournent dans un cluster Kubernetes. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, on a la partie workload qui va correspondre à des déploiements, stateful set, daemon set. Directement on va pouvoir les créer avec Cubesphere. On va pouvoir faire, je vais créer par exemple quelque chose ici, on va appeler ça, j'aime bien utiliser cette image Ghost. Hop, next, il faut définir le projet, admettons qu'on se mette dans default par exemple. Je veux par exemple, je suis parti sur la création d'un déploiement en fait. Je veux 3 réplicas, je vais ajouter un container. Ce container c'est Ghost, c'est une plateforme de blogging. C'est assez parlant, c'est assez joli en plus à voir. Et je vais simplement lui dire, ok, ce container là, bon, je ne vais pas donner de propriété particulière, mais en fait ce que vous avez ici, tout ce que vous avez la possibilité de définir, c'est ce que vous mettriez dans un fichier YAML de déploiement pour créer un vrai déploiement dans votre cluster. Si je fais next ici, bon, je vais pas forcément monter de volume particulier, je vais laisser les choses par défaut, il va automatiquement me créer, on voit ici, voilà, dans tous les projets, j'ai mon Ghost ici, et mon Ghost, on va voir, voilà, il y a 3 réplicas, donc l'image elle était déjà sur les machines, c'est pour ça que ça allait assez vite, et si je clique sur chacun des containers, je vais pouvoir voir les éléments qui se passent pour chaque container, donc pour chaque pod, pour chaque container, voir les logs, etc. Donc on a une vision vraiment de tout ce qui se passe en termes de workload qui est déployé dans notre cluster. Et hop, si on revient ici, voilà, on pourrait faire la même chose avec des jobs, job ou cron job. Sur la partie pod, on voit les pods, donc on ne peut pas les créer directement par contre. On peut les créer via des déploiements. On a les services pour exposer nos workloads, et après on a des routes. Alors route, ça ne parle peut-être pas forcément dans Kubernetes, mais ça correspond finalement à un objet ingress. Un projet, c'est un namespace, une route, c'est un ingress. Bon, l'idée derrière, je pense que c'est vraiment d'essayer de rendre la chose un petit peu plus, un peu moins technique, on va dire. Donc une route, ça sera simplement une ressource ingress qui va permettre de configurer un ingress controller qu'on aurait installé dans notre cluster, par exemple. Sur la partie configuration, on aura des secrets, des config maps, des services à compte, bon, des choses qu'on utilise très souvent dans ce contexte-là. Et on a après un ensemble de CRD. C'est intéressant ces CRD-là. C'est des choses qui viennent avec Cubesphere et c'est des objets que l'opérateur Cubesphere, si on peut l'appeler comme ça, va utiliser pour savoir comment il doit être configuré.
On reviendra sur quelque chose par la suite, je vais vous montrer rapidement ici. Il y a un CRD particulier qui s'appelle cluster config, cluster configuration. Et ce cluster configuration, alors, c'est un YAML qu'on va pouvoir modifier en fait. Ici, il manque peut-être une abstraction qui rend la chose un petit peu plus simple. Si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que Kubesphere, c'est quelque chose qui a un ensemble de composants qu'on va pouvoir activer. Si on veut par exemple activer ces composants-là, alors parce qu'on ne l'a pas fait lorsqu'on a mis en place notre plateforme Kubesphere sur notre cluster, il va falloir aller à cet endroit-là et par exemple dire bah, je veux activer, je ne sais pas, par exemple, voilà, la partie login. Donc je mets un trou ici, j'indique mon container runtime, ici je ne serai pas sur Docker, containerdé sur ces clusters-là, et ça va en fait m'installer ce composant particulier. Donc là je pense qu'il manque peut-être certaines petites choses pour rendre la chose un petit peu plus facile à faire, au lieu d'aller modifier un CRD. Bon, ça pourrait être un bouton à un moment donné, simplement dans l'interface, hein, puisque ça sera plus simple à gérer. Donc ce CRD, on y reviendra par la suite. J'y reviendrai notamment sur la partie multicluster. Ensuite, on a la partie stockage, donc les différents volumes qui sont disponibles. Il y a des volumes qui ont été créés automatiquement lorsque la partie monitoring, qui vient avec Prometheus du coup, a été déployée. On a un stateful set de Prometheus qui a été mis en place. Storage class, bon ça j'en avais créé une par défaut au tout début qui était basée sur Longhorn. Et après, on a tout un ensemble ici de monitoring, alerting. On voit encore voilà, des choses qui se passent dans notre cluster. On peut voir toutes les ressources, hein, quelles sont les différentes métriques qu'on a pour ces ressources. On voit les choses qui sont activées. On ne va pas aller dans toutes les... ici, dans tous les moindres petits menus, hein, mais en tout cas, c'est intéressant de voir un peu ce que cette plateforme va nous donner comme renseignement sur le cluster et sur tout ce qui tourne dans notre cluster. Voilà, sur la partie cluster settings, voilà, on a après des informations basiques sur le cluster, et ici, c'est la possibilité de mettre en place notre ingress controller sur le cluster. Voilà, simplement pour vous donner une petite vision hein, une fois que j'ai installé en fait Kubesphere sur un cluster, j'ai déjà accès à cette interface qui fait pas mal de choses et qui me donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le cluster. Voilà, petite démo. Voilà. Alors, parmi les principales fonctionnalités, on y reviendra par la suite, il y a le multi-cluster management, donc possibilité d'avoir plusieurs clusters, grosso modo qui vont se connaître, qui seront fédérés, hein, ça comme ça, et qui va permettre finalement de gérer plusieurs clusters depuis la même interface. On va avoir la possibilité d'activer ce qui est appelé un système DevOps dans Kubesphere, qui est en fait la possibilité de créer des projets particuliers dans lesquels on va pouvoir mettre des pipelines Jenkins. Aujourd'hui c'est Jenkins, plus tard il y aura peut-être d'autres solutions. Je vous montrerai ça un petit peu en détail par la suite. Core feature, il y a la partie observabilité. Ça c'est important parce qu'il y a vraiment dans cette interface-là la possibilité d'avoir accès à des logs, d'avoir accès à des données de monitoring, d'avoir accès à des audit logs, à des événements, à pas mal de choses. Donc ça donne vraiment une vision de tout ce qui se passe, encore une fois, hein, sur le ou les clusters et sur les workloads qui sont déployés à l'intérieur. Il y a aussi la possibilité d'activer un service mesh. C'est basé sur Istio. En fait, toutes ces choses-là, finalement, hein, sont des composants qu'on va pouvoir activer dans la plateforme Kubesphere et qui vont, grosso modo, déployer des workloads supplémentaires pour avoir accès à ces différentes fonctionnalités ici. On a aussi la possibilité d'avoir un application store. C'est des choses qu'on retrouve aussi, par exemple, sur du Oranger ou autre chose comme ça, avec des applications qui sont directement disponibles et qu'on peut installer comme ça en un clic quasiment sur la plateforme. La partie multi-tenancy, elle est importante, et elle est notamment faite avec les workspaces et l'organisation qu'il peut y avoir dessous. Workspace qui va servir à isoler des projets et des DevOps projects, on y reviendra par la suite, et on a vraiment une bonne granularité sur qui peut faire quoi dans le cluster et pour donner des droits à des utilisateurs. Alors, si on regarde les composants d'un petit peu plus près, en fait, vous allez avoir déjà la partie console, la web UI ici de Kubesphere qui est faite en React, d'autres choses. Vous allez avoir les différents, c'est la couche du milieu ici, les différents éléments de Kubesphere lui-même, et ensuite différentes briques que vous allez pouvoir installer sur votre cluster. Alors, il y a des briques qu'on peut installer facilement, il y en a qui correspondent déjà à carrément des composants qui sont disponibles dans le cluster. Typiquement, si on prend la partie monitoring, donc le deuxième en haut à gauche, automatiquement, en fait, si on active ce sous-système, ce composant de monitoring, qui est activé par défaut, il va mettre en place une stack Prometheus, un opérateur Prometheus qui va gérer tout ça.
Si on active la partie login, automatiquement on aura un opérateur Fluentbit et Elasticsearch qui sera déployé dans le cluster. Donc l'opérateur Fluentbit qui va s'assurer qu'on ait un agent Fluentbit par machine du cluster et qui va récupérer les logs et les envoyer éventuellement à Elasticsearch ou autre chose qu'on aurait défini. Pareil sur la partie DevOps par exemple. Sur la partie DevOps, si on active ce composant DevOps dans KubeSphere, on aurait aussi un agent Jenkins et différentes autres choses comme SonarQube pour l'analyse de code et différents autres composants qui seraient déployés automatiquement dans le cluster et qu'on pourrait utiliser dans notre contexte de pipeline d'intégration continue par exemple. Bon, je ne vais pas faire le détail de chacun de ces carrés-là, mais en tout cas, voilà, pour la plupart, ça correspond vraiment à des composants qui sont disponibles dans KubeSphere et qu'on va pouvoir, en passant une propriété de false à true, activer facilement. Dans KubeSphere, tout est open source. C'est un projet open source, tous les composants sont open source. L'intérêt aussi de la chose, c'est que les développeurs qui sont derrière reversent à la communauté. Ils reversent notamment deux exemples ici. L'opérateur Fluentbit, donc ils ont créé, modifié l'opérateur Fluentbit, reversé ça à la communauté Fluent. L'idée de cet opérateur, donc j'ai mis un petit schéma ici, schéma officiel qui est sur la documentation. L'idée, ça va être vraiment de s'assurer qu'on a des agents Fluentbit qui sont déployés sur chacune des machines et qu'on a en même temps un container à côté du container applicatif Fluentd qui va automatiquement reloader la configuration sans arrêter le container. Bon, on a des choses comme ça, en tout cas, sans aller dans le détail, c'est vraiment une contribution qu'ils ont redonnée à la communauté, ça c'est très intéressant. Il y a une autre chose qui sort aussi de KubeSphere, OpenELB, qui vient d'être donné à la CNCF. Ça date vraiment de quelques jours, donc là c'est en train d'être accepté par la CNCF. Je crois qu'il y a un processus à remplir pour que ça apparaisse dans la liste des projets Sandbox. Ça s'appelle OpenELB, et OpenELB c'est un Elastic Load Balancer que vous allez pouvoir utiliser si vous êtes dans un environnement qui n'a pas de ELB. Par exemple, si vous êtes sur un cloud provider, donc Exoscale, DigitalOcean, autre chose, vous allez avoir automatiquement, si vous créez un service de type Load Balancer, un Load Balancer qui sera créé sur l'infrastructure dessous. Si vous n'en avez pas, si vous êtes sur on-prem, sur vos propres machines, sur des VM, vous pourriez utiliser un projet comme ça, qui va s'assurer finalement de donner une adresse IP à votre service. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui a été donné à la CNCF. Alors l'idée un petit peu, le pourquoi aussi de KubeSphere, c'est qu'il y a beaucoup de projets open source qui vont permettre de mettre à disposition des interfaces pour différentes choses, pour visualiser des metrics, Grafana par exemple, pour visualiser des logs, par Kibana, pour visualiser l'état du cluster, avec le dashboard officiel ou d'autres dashboards Kubernetes, pour visualiser l'état des microservices qui sont dans votre cluster et pour pouvoir les gérer, avec Istio par exemple, différentes choses. Et au final, plein d'interfaces que très souvent vous allez exposer via un port forward par exemple, pour y avoir accès, pour modifier, faire des choses sur ces interfaces, ou les mettre directement sur du ingress. L'idée, en fait, on va dire une des idées principales de KubeSphere, c'est d'avoir tout ça au même endroit, au final. Dans un premier temps, on va dire de réduire l'apprentissage de Kubernetes, puisque tout ça, ça sera un petit peu abstrait pour vous, finalement, cacher pas mal de complexité dessous. C'est intéressant de voir qu'avec une seule interface, on va pouvoir manager plusieurs clusters aussi à travers différents cloud providers. On y revient par la suite. KubeSphere, ce n'est pas quelque chose qui va finalement gérer vos clusters dans le sens où les mettre à jour. Son boulot, c'est plutôt d'être centré sur les applications et l'infrastructure, elle est déjà là. Alors, il y a un compagnon KubeKey qui est basé sur KubeAdmin qui permet de faire l'installation des clusters aussi. On y reviendra juste après, j'en parle. Mais c'est vraiment orienté sur la partie gestion d'application. Fait pour les équipes, l'intérêt en fait derrière, c'est surtout de voir qu'on a pas mal de rôles au niveau airback, on va dire sur la création des workspaces, la création de projets qui sont sous ces workspaces et à qui on va donner accès à ces projets. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire assez finement avec un ensemble de rôles, des rôles existants et des rôles qu'on va pouvoir créer nous-mêmes aussi. Kubernetes Native Solution, ce n'est pas une distribution Kubernetes, il n'y a rien qui modifie dans Kubernetes. Vous avez votre cluster, vous installez KubeSphere dessus et vous avez accès déjà à pas mal de choses et à des composants que vous pouvez activer par la suite. Depuis l'interface, vous avez aussi pas mal de wizards qui vont vous aider à créer des choses, comme je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure pour la création d'un déploiement par exemple, mais vous en avez pas mal en fait qui vont vous aider dans ce que vous voulez faire.
encore une fois, pour cacher la complexité de ce qui se passe dessous. Je pense que c'est toujours intéressant quand même de savoir ce qui se passe dessous, pour pas que ce soit trop magique quand on utilise des interfaces web comme ça. Parfois, ça peut vraiment être intéressant d'utiliser des interfaces pour justement aller plus vite, au lieu de faire plein de commandes kubectl. Je reste assez persuadé que c'est important de connaître les commandes kubectl qui sont dessous, justement voilà, pour éviter que ce soit trop magique quand même. Alors l'installation, elle se fait facilement. Il y a deux façons de faire. Soit vous avez des VM qui sont déjà provisionnées, vous avez des adresses IP, vous avez le moyen de vous y connecter, et vous allez pouvoir utiliser KubeKey. KubeKey, c'est donc un compagnon de KubeSphere qui va vous installer directement un cluster Kubernetes et qui va vous installer KubeSphere dessus. Vous allez pouvoir donner un fichier de configuration aussi pour dire quel composant de KubeSphere vous voulez installer, par exemple. Ou alors, si vous avez déjà des clusters, c'était le cas moi sur les démos que je vais faire ici, en fait j'ai des clusters, j'ai juste installé KubeSphere sur ces clusters-là. C'est 2 lignes de commande, vraiment c'est pas grand-chose. La première ligne KubeSphere installeur va vous installer différents CRD, toutes les parties airbag, service à compte, etc. Et le deuxième, en fait, vous allez créer un objet de type cluster configuration dans lequel vous allez définir comment est-ce que vous voulez que votre application KubeSphere, votre plateforme, soit configurée. Alors aujourd'hui, quand vous installez KubeSphere, ça prend quelques minutes. C'est des choses qui changeront par la suite. C'est un tout petit peu long parce qu'en fait derrière c'est du Ansible. C'est Ansible qui est utilisé, qui va parcourir un ensemble de playbooks pour installer les différents composants. Donc ça veut dire que tout se passe de façon séquentielle. Par la suite, c'est des choses dans les prochaines releases qui vont être changées, notamment pour aller plus vite dans cette phase d'installation et aussi de mise à jour. Une chose importante dans KubeSphere, c'est la partie cluster fédération. C'est une chose importante dans l'univers Kubernetes aussi. Donc, en fait, il y a différentes choses qui existent dans cette partie-là. KubeFed, Kubernetes Fédération, il y a une version V1 qui n'a pas abouti. Il y a une version V2 qui est en bêta, qui avance pas très vite. Il y a encore des features qui sont en alpha aussi. Les développeurs de KubeSphere ont décidé de partir sur KubeFed V2. Ils ont contribué d'ailleurs à ce projet-là. Et ils utilisent KubeFed V2 donc, pour rajouter du coup cette partie de fédération de clusters à l'intérieur de la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire la fédération? Ça veut dire qu'en fait on va définir un cluster host qui va lancer finalement un ensemble de process qui sont relatifs à KubeFed et des clusters members que le host pourra adresser. Donc on va avoir un host qui va finalement faire tourner toute la partie control plane pour gérer les clusters membres et on va avoir des membres qui peuvent être sur différents clusters. Si on est dans un même réseau, par exemple, on dira que à la limite, ça peut se faire directement, avec une connexion directe. Si on est sur des réseaux différents, on va faire en sorte que le host en fait, mette à disposition un proxy et que les membres se connectent à ce proxy, pour pas que ce soit du coup l'inverse et pas rendre les clusters ouverts vers l'extérieur. Donc ça, cette vision-là, ça va nous permettre, en tant qu'administrateur, on va dire, de gérer facilement plusieurs clusters dans la même interface. Alors il y a différents cas d'usage ici pour le fait d'avoir plusieurs clusters, notamment pour la haute disponibilité par exemple. Si vous avez plusieurs clusters, s'il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui peut prendre le relais. Sur la partie low latency, sur le fait par exemple d'avoir un cluster qui va faire tourner les applications plus proches de vos utilisateurs, pour en avoir un cluster qui va servir les utilisateurs en Europe, un autre en Amérique, aux États-Unis par exemple sur la côte Est, des choses comme ça. Au niveau de l'isolation aussi, c'est-à-dire il y a toujours un petit peu ces discussions sur est-ce que c'est mieux d'avoir un gros cluster qui fait tout, est-ce qu'il vaut mieux avoir plusieurs petits clusters. Bon, la réponse c'est un petit peu ça dépend, forcément, ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre de ce qui tourne dans vos clusters, ça va dépendre du budget que vous avez aussi, forcément, et jusqu'où vous voulez aller dans cette partie-là. Et on pourrait se dire que si vous avez plusieurs clusters, s'il y en a un qui tombe, au moins ça ne va pas affecter l'ensemble de votre infra, quoi. Au niveau de l'isolation, au niveau business, ça peut être intéressant aussi de dire je vais avoir un cluster pour la partie, pour le développement, pour les tests, pour la production, qui auraient des caractéristiques différentes. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau KubeSphere? Alors ici, j'ai une autre installation de KubeSphere. Alors cette fois-ci, je suis dans un contexte où je vais prendre en compte ces 4 clusters. Host, Dev, Test, Prod. Donc si je vais sur ma plateforme, Cluster Management, j'ai en fait ces 4 clusters ici.
Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a un cluster qui est considéré comme le cluster host. Ça, c'est dans la configuration qu'on a pu lui donner. C'est-à-dire que si on a 4 clusters, on va installer Cubesphere sur chacun de ces clusters. Et on va configurer chacun de ces clusters en fonction du rôle qu'ils vont avoir. Le cluster host, alors je vous le montre comme ça parce que je vous en ai parlé tout à l'heure dans la partie CRD, c'est une modification au niveau de cette fameuse CRD Cluster Configuration. Pas ça. Tac. Où on doit lui donner le rôle qu'il a. Alors je crois que c'est la ligne un peu plus basse ici. Voilà. On a une propriété multi-cluster. Pareil, ça mériterait peut-être d'être un petit peu moins caché dans un CRD si on veut rendre un cluster en tant que le définir en tant que host. Ça pourrait être sympa d'avoir peut-être un bouton facilement. Après, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe derrière quand même. Multi-cluster, donc par défaut, cluster role, c'est node. Donc là, je l'avais mis à host. Le fait de le mettre à host, de faire un OK, ça va relancer la procédure d'installation et voir qu'il y a des choses qui ont été changées. Et ça va du coup lancer à l'intérieur du cluster les différents pods, différents workloads qui vont permettre de définir ce cluster en tant que host et qui vont permettre de fédérer d'autres clusters. Après, une fois qu'on a fait ça, depuis chacun des autres clusters ici, donc, le premier par exemple, dev, je suis allé pareil sur chaque, dans la configuration ici, hein, cluster conf, et on a un petit peu la même chose ici, sauf que sur la partie, sur ces clusters qui vont devenir des clusters membres, on donne déjà un token en fait, je ne vous ai pas montré, mais depuis le cluster host, le fait de le définir en host, il définit un token. Ce token, on le récupère pour dire simplement aux membres comment ils vont s'accrocher finalement, enfin le droit qu'ils ont de s'accrocher au cluster host, et on définit un tout petit peu plus bas le fait que ce sont des cluster roles membres, simplement. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à ajouter les clusters dans notre liste de clusters. C'est très simple, et du coup on les voit ici ensuite dans la liste. Donc on est sur ici la possibilité après hein, d'utiliser, on verra dans une pipeline d'intégration, un déploiement sur l'ensemble des clusters. Par exemple, on va avoir une pipeline qui va permettre de déployer sur le cluster de dev. Si tout est OK, on pourrait continuer la pipeline et la faire déployer sur le cluster de test, etc. Donc tout ça dans la même pipeline pour gérer différents clusters. Alors ce n'est pas le seul cas d'usage, hein. On pourrait aussi avoir la possibilité de dire je veux créer un projet, et ce projet, je veux faire en sorte que quand je crée un déploiement, par exemple, que j'ai des pods qui soient sur les 2 clusters. Donc simplement pour vous montrer voilà, la partie host et membre. Et une chose intéressante dans ce contexte-là, c'est justement le fait que si on a plusieurs clusters, en fait, ces clusters, on va pouvoir les mettre à disposition de Workspace. Workspace, c'est la plus petite unité qui va permettre de faire du multi-tenancy. Et l'idée, c'est de dire qu'on va en fait utiliser des Workspace pour partager des clusters et pour partager des projets. Un cluster, il va être visible au niveau d'un workspace. On peut le rendre visible pour différents workspaces hein, au final. Et dans chaque workspace, on va pouvoir créer, on voit peut-être pas forcément super bien ici, mais dans chaque workspace, on va pouvoir créer des projets, des DevOps projects. Donc projets, ce sont des namespaces. Donc lorsqu'on crée un workspace et qu'on va créer des projets dans ce workspace, ça va nous créer des namespaces en fait dans le cluster en question. Et on va pouvoir aussi créer un DevOps project pour gérer la façon dont on va déployer des applications dans les projets de ce workspace. DevOps Project, c'est la partie pipeline d'intégration continue. On en verra un exemple juste après, qui est basé aujourd'hui sur Dune Jenkins. Donc c'est important dans Cubesphere aussi de voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont permettre au niveau multi-tenant d'avoir accès qu'aux choses auxquelles on doit avoir accès. Si on regarde la partie observabilité, il y a beaucoup de ressources, clusters, nodes, applications, les pods, etc., qui vont générer différents types d'indicateurs. Donc, par exemple, des métriques, hein, des logs, des events, des audit logs, toutes ces choses-là, c'est des choses relativement standards, on va dire, et on va avoir des collecteurs, des agrégateurs qui vont récupérer ces données-là, qui vont les mettre à disposition. Et en fonction des droits qu'on va avoir dans notre cluster, on va voir simplement les logs ou les métriques qui correspondent aux choses qui sont déployées finalement dans les projets auxquels on a le droit d'accéder. Cette partie observabilité, elle est importante, donc encore une fois, monitoring, login, event, audit log, et on peut la voir notamment dans la partie toolbox, avec différents dashboards. Je vais juste vous les montrer en vrai. Si par exemple, je vais sur mon cluster host, sur lequel j'ai installé pas mal de choses au final, et que je vais dans ce toolbox, qui mériterait d'être un peu plus visible en fait ici, beaucoup plus visible même, je vais avoir la possibilité de regarder les containers. Enfin des logs des containers. Donc je suis sur mon cluster, je peux rechercher quoi par exemple des logs qui ont été générés par un container.
ou par un pod. Je crois que j'ai appelé un pod Ghost tout à l'heure. Non, c'est le container que j'ai appelé Ghost. Tac, voilà, bon. Ghost, en fait, quand on a lancé cette... Tout à l'heure, je vous ai juste montré, je ne vous ai pas montré l'interface, mais j'ai juste créé un déploiement qui s'appelle Ghost, et en fait, il a généré des logs, bon, on les retrouve facilement là-dedans. C'est intéressant de voir que ça, finalement, bah, c'est vraiment disponible directement dans la plateforme. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose. On a aussi la possibilité de voir les événements qui sont générés. Hein, donc tous les événements générés sur la création de pods, la création d'applications, etc. Donc on a cette vision-là aussi, on peut faire des recherches, hein, pareil, avec les queries qui sont au-dessus. On a aussi la possibilité de voir les audit logs. Audit log, donc qui a fait quoi dans le cluster, qui a créé telle application. Alors c'est un tout petit peu particulier ici. On pourrait faire des requêtes, hein, pour regarder tout ce qui existe en audit log, mais c'est un peu particulier ici dans le sens que les logs que vous allez voir ici en termes d'audit, c'est des choses qui ont été faites via l'utilisation de Kubesphere. Audit log, c'est des choses qui doivent être activées au niveau de l'API serveur, donc dans le cluster. Donc si vous n'avez pas activé la partie audit log dans l'API serveur, vous ne verrez pas les logs, enfin, les audit logs de Kubernetes, vous verrez juste ceux de Kubesphere. Là, on est sur un cluster managé, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur l'API serveur, mais en tout cas, voilà, ça va vous donner une vision de tout ce qui a pu être fait via Kubesphere ici. Et de la même façon, on verrait aussi des ressources, la consommation des ressources au niveau du cluster, au niveau d'un workspace. Voilà, bon, ça c'est des choses qu'on a pu voir aussi tout à l'heure. Voilà. On peut avoir vraiment une vision de ce qui est en train d'être utilisé, l'historique aussi, de consommation de nos clusters ou de nos workspaces. Bon, simplement pour vous donner une petite vision, hein, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de menus, hein, qui permettent de voir vraiment beaucoup de choses. C'est assez riche comme plateforme. DevOps System, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire des pipelines d'intégration continue au sein de notre cluster. Typiquement quelque chose qu'on va utiliser dans un contexte de projet DevOps. Donc c'est vraiment projet DevOps, c'est quelque chose qu'on peut créer dans Kubesphere. Aujourd'hui, c'est basé sur Jenkins. Je ne connaissais pas forcément Jenkins avant. Enfin, oui, de nom, mais je n'avais jamais trop manipulé. C'est des choses qui sont utilisées, hein, par pas mal d'entreprises. Hein, donc les entreprises qui utilisent déjà Jenkins, c'est intéressant pour eux, bah, de continuer à utiliser Jenkins au sein d'une nouvelle plateforme qui rend peut-être pas mal de services en plus. Par la suite, c'est possible que par contre, il y ait Jenkins, mais qu'il y ait aussi d'autres choses, peut-être un peu plus actuelles, pour faire des pipelines d'intégration. Il y a plusieurs plugins qui sont disponibles, notamment pour créer des images à partir de sources, à partir de binaires qu'on va pousser, différentes choses qui sont disponibles dans ce contexte de DevOps System, notamment aussi des choses qui sont basées sur SonarQube pour l'analyse de code. Et ce DevOps System, pour l'installer, il faut juste aller dans la partie DevOps du CRD correspondant, faire un enable true, modifier éventuellement si ça vous parle des options de Jenkins. Et une fois qu'on applique cette modification, on va avoir accès au DevOps System qui va nous permettre de créer des objets DevOps et qui va lancer en fait déjà différents process supplémentaires dans le cluster sous-jacent, qui va permettre de mettre en place des pipelines, donc notamment des agents Jenkins. Si on regarde juste comme ça, je vais vous montrer en vrai, c'est mieux. Dans le système component, ici, j'avais activé la partie DevOps et on voit que voilà, il y a différentes choses qui sont activées, donc différents workloads, hein, qui sont lancés dans notre cluster lorsqu'on active ce DevOps, notamment on voit qu'il y a du Jenkins qui passe par ici, et il y a aussi différentes choses sur la partie S2I opérateur, qui vont nous permettre en fait aussi de faire du source to image. Donc limite, vous avez par exemple du code en Node, où il y a plusieurs langages qui sont pris en compte. Vous allez simplement pousser votre code et lui automatiquement il va inférer le code, le type de langage, et il va pouvoir créer une image automatiquement. Donc la démo que je voulais faire, je vais vous montrer juste après, c'est un pipeline multi-cluster, c'est-à-dire que j'ai mes différents clusters, j'ai créé un workspace que j'ai appelé DevOps d'idées, et sous ce workspace, je crée différents projets. Alors, il y a le projet Démo DevOps, qui est simplement un projet qui va contenir une pipeline d'intégration de CI/CD. Et on a après différents projets ici, démo dev, test et prod, qui sont en fait un namespace sur chacun des environnements. Donc le démo dev, c'est un namespace, donc c'est un projet sur le cluster de dev, démo test sur un cluster de test, et l'autre sur le cluster de prod. Et l'idée derrière, après, c'est de lancer un pipeline. Et ce pipeline, en fait, quand il va démarrer, il va juste se faire un checkout
d'un petit projet sur GitLab qui ne fait pas grand-chose, qui va juste afficher une photo au hasard, quelque chose qui est pris sur Unsplash. Il va faire le checkout de cette chose-là, il va builder l'image. J'utilise Canico pour builder l'image et pour la pousser dans le Docker Hub. Et ensuite, il va donc simplement, une fois qu'il a buildé l'image, la déployer sur le dev, le test et la production donc sur les différents clusters. Donc si on regarde ici, alors je vais me loguer avec notre utilisateur, project regular. Ouais, bon, voilà. Et je vais aller donc sur un utilisateur qui a des droits sur le workspace et qui a des droits sur mon projet, notamment le projet host, pardon, DevOps Project Host. Et ce DevOps Project, en fait, c'est la création d'une pipeline à l'intérieur. On peut créer facilement une pipeline, en fait. On peut dire, tiens, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Si on fait test, une pipeline qui ne va pas faire grand-chose, je garde les options par défaut. Et lorsque je vais dans ma pipeline, on me demande, par exemple, je vais éditer le pipeline, si je veux quelque chose, déjà c'est assez visuel, si je veux quelque chose de déjà plus ou moins ficelé pour moi, ou si je veux partir d'un pipeline vide, et il va mettre en place les différentes étapes de mon pipeline. Je peux lui dire directement, sinon, d'utiliser un Jenkins file. Si j'ai un Jenkins file, je le colle là-dedans et il va me faire le boulot. Donc là, moi, ce que j'avais mis en place ici, c'est un pipeline qui s'appelle démo. Et dans ce pipeline-là, voilà la tête de la chose, en fait. On va avoir les 5 stages que je vous ai montré juste avant. Donc la partie checkout, je ne sais pas si on voit bien, mais la partie checkout, le premier. Ensuite, le build. Voilà. Le build and push, le deploy to dev, deploy to test. Bon, on a la possibilité, si on clique sur ces choses-là, après, de les modifier directement, éditer la pipeline, de modifier les différentes choses de façon visuelle. Sur des choses comme ça, peut-être une petite préférence pour le faire avec une édition du fichier en lui-même. L'idée ici, je ne vais pas tout détailler, mais c'est un agent particulier qui va tourner dans un pod, où je définis 3 containers, un qui va être lié à la partie checkout, un qui va builder, Canico pour le builder, qui sait builder des images qui peuvent être lancées avec Docker ou autre par la suite. Il y a plein de façons de builder dans un pipeline comme ça. On pourrait utiliser. Là, on est en fait sur un cluster containerd, donc on pourrait utiliser des choses comme Builda, Podman ou des choses comme ça. Là, Canico fait très bien l'affaire, ça marche très très bien. Et après, simplement une étape un container de deploy qui va permettre de déployer la chose. Donc, on a la possibilité de donner des variables d'environnement à notre pipeline, puisqu'un pipeline, généralement, il va se connecter à différentes choses, souvent, pour aller récupérer des informations ou pour se connecter simplement au Docker Hub, par exemple. Donc, on a besoin de lui donner des credentials. Et après, il va utiliser ces credentials dans les différents stages. Bon, je ne vais pas définir tous ces stages-là, je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a notre pipeline, juste avant, petite chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que voilà, les credentials, ils sont définis ici. Quand on a un DevOps Project, on va définir un ensemble de credentials qui vont pouvoir être utilisés. Donc c'est intéressant parce que du coup, voilà, on les a à la même place, au même endroit. On va définir des credentials de différents types. Ici, il n'y a pas grand-chose au final. On va dire que notre pipeline, elle va avoir la volonté de se connecter aux différents clusters pour déployer son workload. Donc on va lui donner déjà les fichiers kubeconfig des différents clusters. Donc on va lui donner ici le type kubeconfig par exemple. On aurait la possibilité de donner des username, password, access token ou SSH key. Donc on a un ensemble de credentials. Gardez simplement en tête que ces credentials après ils sont utilisés dans la pipeline. Et lorsque je vais dans ma pipeline démo ici, je fais un run, hop, et si tout se passe bien, on va l'avoir running assez rapidement. Voilà, il est en queue, il va attendre un petit peu. Et j'en profite juste pour récupérer ici du get Noel. Hop. L'adresse IP d'une des machines. Non, pas de mon host, pardon. Hop, 55. L'environnement de production. Donc voilà, là il est en pause. Il est en pause parce qu'en fait dans le pipeline, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le checkout, il y a eu le build de l'image. Donc là on peut regarder en fait l'image. Donc c'est un projet qui s'appelle Random Pit. On va pas chercher très très loin. Je ne sais pas si on voit très très bien. Je vais zoomer un peu là-dessus. On voit que voilà, il y a quelques secondes, il y a une nouvelle image. Bon, elle a été taguée main-2, le nom de la branche avec le build number.
et elle est disponible du coup dans mon registry. Donc le registry ici, TechWall.io, c'est avec une image qui s'appelle Random Peak. Une fois que l'image est disponible, elle a été poussée, on le voit ici, si je retourne dans mon CubSphere, hop, ici elle a été déployée dans la partie dev. Alors pour vous montrer d'ailleurs que ça marche bien ici, je vais juste aller dans le dev que j'aurais dû faire avant. Get node wide. Donc l'idée en fait, c'est que ce petit projet là, c'est juste un déploiement avec un ou deux containers qui va exposer une interface sur un port forward. Et normalement sur le port 31000, sauf que je ne l'ai pas ouvert ici. Sécurité groupe. Juste aller sur le cluster de test. Juste pour pouvoir y accéder en fait, ici. Comme je suis sur mon téléphone, là, l'adresse IP a changé. 167. Ok. Normalement, voilà. Donc l'idée en fait, on voit simplement ici quelque chose. Alors ça prend un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps pour aller chercher une image. Ça va chercher l'image au hasard sur Unsplash. J'ai une clé. Alors l'image, ouais. Bon, ça prend du temps. D'habitude, c'est pas comme ça. Voilà. Ça change un petit peu des petits chats. J'ai pris des verres. Pourquoi pas. Du coup, ça montre ici. Voilà, il y a vraiment l'image qui a été l'image de mon application qui a été déployée sur mon registry, qui a été poussée après via la pipeline sur mon cluster de test. Et après ici, de dev, pardon. Après ici, j'ai simplement une action manuelle. Je fais un proceed par exemple. Et ce proceed va aller un cran plus loin. Il va me déployer ça sur le cluster de. Ben voilà aussi, on le voit ici, sur le cluster de test et sur le cluster de production. Alors qu'à chaque fois, il y a une étape manuelle ici. Si je regarde normalement après, voilà, successful, il l'a fait sur les différents clusters. Je peux regarder que l'application est bien disponible. Il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai déjà dépassé. Donc le cluster, la roadmap, on ne va pas détailler toute cette roadmap-là. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Ce n'est pas une plateforme qui est tout à fait nouvelle, puisqu'elle a été initiée il y a quand même presque 3 ans. C'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu rajouter. Encore une fois, c'est vraiment une plateforme qui va servir à unifier différentes choses qu'on connaît peut-être à différents endroits. Et ça, on a vraiment toute cette vision-là dans la même plateforme, dans la même interface, qui peut être plutôt intéressant. Il y a différentes choses qui vont arriver par la suite, notamment dans la version 4. Là, on est sur le release 3.2 ici, donc dans la famille 4.0, il y a différentes choses qui vont arriver. Et notamment des choses qui sont assez intéressantes sur la partie découplage des différents composants et s'assurer que Ansible soit plus utilisé pour la partie déploiement et mise à jour pour aller plus vite, notamment. Je parlais tout à l'heure des pipelines Jenkins. Bon, Jenkins, ce n'est pas forcément la chose sur laquelle j'irais si je devais faire une nouvelle pipeline. Par contre, il y a d'autres choses qui risquent d'être intégrées par la suite, comme Tekton. Voilà. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais sur la partie pipeline, ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, depuis la pipeline, j'ai poussé dans le cluster. Donc on n'est pas dans une approche GitOps, d'ailleurs, qui était discutée juste avant. Donc là, l'intégration d'un Argo CD, par exemple, ça aurait vraiment de l'intérêt pour faire en sorte qu'on ait du Jenkins ou Tekton, par exemple, pour la partie CI, Argo CD pour la partie CD, pour être vraiment dans un contexte aussi GitOps. C'est beaucoup la mode et ça marche bien. D'autres choses aussi qui sont en train d'être considérées, c'est des alternatives à KubeFed. KubeFed, parce que c'est un projet qui avance pas forcément très très vite. Il y a d'autres choses, Karmada, il y a d'autres choses qu'on m'a dit aussi là-dessus, sur d'autres projets qui pourraient être utilisés par la suite pour avoir une autre approche de la partie fédération. Voilà, si vous voulez essayer sur votre machine, c'est super simple. Moi, j'utilise beaucoup ce multipass, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Linux Mac, c'est disponible pour Windows aussi, multipass. Ça vous permet de lancer des machines virtuelles vraiment très très simplement sur votre machine locale, machine Ubuntu. Enfin, les machines virtuelles seront des machines virtuelles Ubuntu. Vraiment très simple. Et après, je vous ai mis un petit script ici. Ça récupère juste un petit script qui va lancer une machine virtuelle avec multipass, installer KubeSphere dessus, et en quelques minutes, vous allez pouvoir manipuler un peu la plateforme, juste pour vous faire un peu la main, pour regarder un petit peu ce qui est disponible. J'aime bien, c'est plutôt pratique. Voilà. Sinon, si vous êtes sur d'autres cloud providers, vous avez très souvent en fait des catalogues d'applications que vous allez pouvoir mettre à disposition directement sur votre cluster. Si vous êtes sur AWS, sur DigitalOcean, Azure, etc., vous avez la possibilité, souvent en un clic depuis ces plateformes-là, pour installer KubeSphere. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. C'est vraiment, on peut le déployer sur
du cube autre chose que du vanilla? Parce que si par exemple on arrive avec une solution OpenShift, on a déjà des choses qui existent déjà. Comme oui, voilà, sur OpenShift, tu as déjà des choses. Ouais, on va dire que c'est plutôt un concurrent. On va dire que CubeSphere va plutôt se mettre en face de Rancher, d'OpenShift, plutôt dans ce cas-là. Ouais, parce que le source to image, la notion de projet, c'est des choses que tu auras déjà. Ok. Et donc c'est possible il n'y aura pas de conflit en déployant sur du OpenShift? Ah non, je veux dire, est-ce que tu as intérêt finalement à déployer sur OpenShift, sachant que c'est des solutions assez concurrentes finalement? Mais j'aime bien moi le multicluster. Est-ce que ce serait pris en compte ou... A priori, je dirais, alors j'ai jamais essayé sur OpenShift, mais a priori, je dirais que oui, puisque au final, tu as un cluster Kubernetes, tu vas installer cette chose dessus. Normalement, ça va installer ses propres composants dans ses propres namespaces en fait. Il y a plein de namespaces KubeSphere System, KubeSphere Monitoring, etc. qui seront créés. Ok, bah, merci. De rien.